Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Là, j'ai la lumière en plein dans la figure, je ne sais pas si c'est normal, mais bon. Alors, on va voir ensemble pourquoi vous devez transformer vos API REST en des flux de données temps réel, comment on va faire ça, et surtout pourquoi vous allez arrêter de faire du polling. Hein. Je vous en supplie, on en parle après s'il faut, mais vous arrêtez. Alors, rapidement pour me présenter, donc je suis Audrey, je suis Developer Relations chez Streamdata.io. Je suis également co-leader en France de Devoxx for Kids. Ça, je pense que vous l'avez compris ce matin. Donc, si vous avez des questions Devoxx for Kids, on peut en parler également après. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le handle qui va bien. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, les temps modernes. Les temps modernes, en fait, ça ressemble à ça. Tout le monde sur son mobile. Donc, on sait que les applications qu'on développe doivent être prêtes pour le mobile. Même les applications professionnelles, en fait, parce qu'avec le Bring Your Own Device Movement, les professionnels ont plus tendance à regarder les applications qu'ils utilisent sur leur tablette que sur leurs ordinateurs desktop. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le marché mobile. Le problème du marché mobile, c'est qu'il est complètement saturé, mais complètement. Lancer une nouvelle application, obtenir des nouveaux utilisateurs, et alors surtout des utilisateurs actifs, parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse, ça devient vraiment compliqué. Et le pire, c'est de les garder. Et donc, il va falloir qu'on les rende un peu comme le chat, qu'on les rende accros. Et on sait que pour capter l'attention des utilisateurs, la clé, c'est l'animation. C'est pour ça que je vous ai mis des gifs, en fait, plutôt que des bullet points. Parce que je sais, vous êtes fous des bullet points, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Je suis désolée. Alors, on sait que c'est la clé, on sait que c'est ce qu'il faut faire, mais est-ce que vous savez pourquoi? En fait, ça vient de l'évolution. Mais alors, quand je vous dis évolution, en fait, c'est plus vieux que ça. Hein. Ça vient de ce petit gars-là, qui avait compris un truc vraiment, vraiment important, c'est que si ça bouge, c'est deux choses. Soit ça se mange, soit ça peut te manger. Dans les deux cas, ça vaut le coup de s'en préoccuper un petit peu. Hein. Et donc, notre cerveau a gardé ce réflexe comme ça, de dire « Ah, si ça bouge, c'est intéressant, il faut que j'y fasse attention, mais si ça bouge pas, c'est mort, je m'en fiche, je m'en vais. » Voilà, loupé. Alors, côté interface utilisateur, c'est un truc qu'on sait faire depuis longtemps. On est conscient que c'est important et on a tous les outils pour le faire. Donc, on a le CSS3 déjà depuis un bon moment. Côté framework mobile, on a des composants pour gérer cette animation proprement. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans Material Design, il y a une partie sur l'animation. Donc, évidemment, il vous explique comment faire, etc. Mais surtout, il vous explique quelques raisons, dans quelques cas dans lesquels il est intéressant de mettre de l'animation. Et l'une des raisons, c'est cacher à l'utilisateur ce qui se passe derrière la scène. Oui, parce qu'en général, quand on en arrive à vouloir animer de la donnée, on commence avec un refresh button. Voilà. Alors, ça, c'est moi devant un refresh button. Ça ne se passe pas très bien. C'est juste la pire façon de démarrer une relation épanouie et heureuse avec notre utilisateur. Voilà. En fait, l'utilisateur, le moins d'interactions il a à faire pour obtenir l'information qu'il attend, et le mieux c'est. Donc, le refresh button, ça ne se passe pas très bien. D'autant qu'il n'est pas bête, l'utilisateur. Il sait très bien que le refresh button, il ne vient jamais seul. En général, il vient avec son petit copain, le loader screen of the dead. Voilà. Puis là, ça peut durer un moment. Hein. Et donc, l'utilisateur, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'être un petit peu agacé, peut-être de se barrer de l'application et de ne jamais revenir. Donc là, on n'a pas du tout atteint notre objectif. Hein. Donc, on répète après moi, le refresh button, c'est le mal, on n'en veut plus. OK? On arrête. Et en fait, ce dont vous avez besoin, c'est d'une expérience temps réel. Et si vous regardez en fait les applications qui sont les plus populaires sur le marché mobile, donc que ça soit en termes de masse d'utilisateurs ou en termes de temps passé sur l'application, ce qui est aussi un critère très important, eh bien en fait, vous allez vous apercevoir que ce sont les applications qui sont soit entièrement construites sur le temps réel, soit qui l'ont intégré depuis très longtemps. Là, j'ai pris comme exemple, Uber. D'ailleurs, il faut que je le change. Uber, Twitter et WhatsApp, mais j'aurais pu prendre Slack ou Google Drive, parce qu'en fait, même dans la vie professionnelle, c'est déjà complètement intégré, et c'est ce qu'on attend de nos applications. Bah oui, parce qu'en fait, ça a créé un nouveau petit réflexe dans notre cerveau. Voilà, il a continué à évoluer. Maintenant, il a ce truc, la fear of missing out. Quand je vois ces trois petits points-là, bah, je sais qu'il est en train de se passer un truc. Du coup, j'ai envie de savoir. Du coup, je reste. Oui, on ne paraît pas très intelligent après ça, je suis désolée, mais c'est la stricte réalité. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il va falloir,
Tout simplement, c'est prendre vos API statiques et en faire un streaming. Et ça, c'est pas si compliqué que ça, en vrai. Alors, on va faire un petit sondage vite fait, parce qu'il y a plusieurs solutions qui sont évoquées en général quand on parle de faire du temps réel avec des API, et je voudrais voir lesquelles vous connaissez, lesquelles vous ne connaissez pas, ou moins. Alors, qui connaît le polling et son copain, le long polling? Montrez-moi ça. Ah ouais, tout le monde connaît, bah oui. Les webhooks. Ah, c'est pas si mal. Bien. PubSub. OK. Alors là, attention, levage massif de main. WebSocket. Eh ben oui, je m'en doutais. Et là, Server St. Events. Ah bah oui, là, il n'y a plus personne. C'est cool, vous allez apprendre des choses. Alors, en fait, il faut garder à l'esprit une chose, en fait, c'est que quand on va étudier ces différentes solutions pour faire du temps réel, ce qui va vraiment importer, c'est deux choses. La première, ça va être la fréquence de rafraîchissement de notre donnée. Est-ce qu'on est capable de la prédire? Est-ce que c'est une donnée qui se rafraîchit toutes les secondes, tous les mois, toutes les heures, toutes les semaines, j'en sais rien. Est-ce que vous le savez à l'avance? Ou bien est-ce que c'est fait complètement aléatoirement? Vous n'avez aucune manière de prédire à quelle fréquence va se rafraîchir votre donnée. Ça, c'est le premier critère à garder en tête. Le deuxième étant l'usage de cette donnée. Est-ce qu'elle va être consommée immédiatement? Ou est-ce qu'en fait, elle est plutôt intégrée dans un workflow qui va se déclencher, etc. C'est deux cas d'usage très différents, donc il faut le garder à l'esprit. Alors, commençons tout de suite par le fameux polling. Alors, le polling, pour les quelques mains qui n'étaient pas levées dans l'assistance, vous le connaissez probablement, mais peut-être pas sous ce nom. Le polling, c'est ça, c'est merveilleux. Je fais une requête, j'attends la réponse. Je fais la même requête, j'attends la réponse. Et je recommence, comme ça. Alors ça, vous voyez, ça c'est le monde merveilleux de la théorie où nous aimerions tous habiter, parce que c'est bien le monde merveilleux de la théorie. En vrai, le polling, ça fait plutôt ça. Vous allez faire un paquet d'appels inutiles, parce qu'à moins de savoir vraiment, précisément, à quelle fréquence il faut que vous appeliez votre API, vous allez récupérer la même réponse un paquet de fois. Et en fait, les gens de Zapier, alors je ne sais pas si tout le monde connaît Zapier, donc rapidement, Zapier, c'est une application qui vous permet de connecter les applications que vous utilisez dans la vie de tous les jours pour en faire un workflow. Exemple, chaque fois que je reçois un mail dans ma boîte Gmail avec une pièce attachée, tu me l'enregistres dans ma Dropbox. Okay, donc eux, ils ont commencé par faire du polling et regarder un petit peu ce que ça donnait. Ils se sont aperçus qu'il y avait 98,5% des appels qui ne servaient à rien. Donc, il y a des petits malins qui se sont dit, c'est pas grave, on va faire du long polling. Eh ben oui. Alors, le long polling, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on va garder la connexion avec le serveur ouverte jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles données. Donc maintenant, je vous demande d'imaginer que vous êtes un provider d'API, ce qu'on appelle un API FinTech. Donc en fait, vous avez des API de devises de marché. Voilà. Et le nombre d'appels sur vos API qui se rafraîchissent toutes les secondes se compte en milliards par mois. Je suis sûre que vous allez kiffer le long polling. Hein, voilà. Donc ce n'est pas une solution, ni le polling, ni le non-polling, et il faut vraiment arrêter avec ces deux-là. Alors maintenant, on va regarder les webhooks. Alors, les webhooks, que vous avez peut-être déjà croisés sous le nom de User-Defined HTTP Callback ou User-Defined Post HTTP Callback, il faut savoir que c'est tout au plus un concept, une méthode. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de spec, il n'y a rien. Il y a quand même un site web, vous pouvez trouver quelques infos utiles, il y a également un forum, je crois. Ils ont un logo, et à partir de là, c'est YOLO. À partir de là, pour l'implème, chacun fait ce qu'il veut. Donc on va essayer quand même de dresser la big picture. Donc comment ça se passe les webhooks? En fait, le consommateur du webhook va commencer par un appel post et il va donner une URL de callback que l'on voit là. Donc il va dire, voilà, quand tu as un webhook, tu me l'envoies sur cette URL. Là, je suis en mode subscribe, voilà, je m'abonne. Et donc l'API provider va répondre en disant, OK, c'est bon, j'ai créé. Et une fois que cette souscription est créée, quand l'API provider a des nouvelles données à envoyer, il va faire un post sur votre URL de callback, et donc là, vous aurez les informations dans le payload. OK, plutôt simple. Donc, il y a quand même une petite to-do list. Vous n'allez pas pouvoir faire des webhooks comme ça. La première to-do list, c'est que côté utilisateur, côté consommateur du webhook, vous allez devoir créer un callback URL. Et ce callback URL, il faut qu'il soit accessible de l'extérieur. Donc, pas en localhost, pas derrière un proxy.
La deuxième chose, donc là, on va passer côté API Provider, c'est que l'API Provider va devoir créer 2 API différentes. Une première, donc le get webhook, qui va donner accès à la liste des webhooks, et le post pour créer une nouvelle souscription. Et la deuxième, donc les webhook/id, le get va servir à récupérer, c'est comme un post classique, en fait, un polling classique. Le put va vous servir à mettre à jour la souscription, parce que peut-être que vous voulez changer votre callback URL en tant que consommateur. Et le delete, évidemment, pour arrêter la souscription. La deuxième grosse partie, et là c'est un truc déjà un petit peu plus lourd à gérer, c'est qu'il va falloir que vous gérez votre queue de messages. Et donc il y a plusieurs techniques. Alors la première, c'est la plus naïve, c'est de faire de l'inline HTTP request. Donc en fait, tout simplement, quand vous avez une souscription, quand vous avez un nouvel événement à poster, vous allez regarder la liste de toutes les souscriptions, et puis vous allez faire les appels, les posts un par un. Puis vous allez devoir gérer les cas d'erreur, les retries, les machins. Alors, bon, ça ne va pas être très scalable, hein, on est bien d'accord. Vous le faites en test, tout au plus. Après, il y a le mécanisme qu'on appelle le SQL-based queue. Donc là, en fait, quand vous avez une souscription, enfin, à chaque nouvelle notification, vous créez une entrée dans votre base de données et régulièrement, vous avez un job qui va aller regarder les souscriptions qu'il a envoyées et qui va s'en occuper. C'est pas idéal, mais ça marche. Ça va pas scaler des masses. Par contre, c'est intéressant si vous n'avez pas la possibilité dans votre stack technique de rajouter une brique extérieure, qui serait en l'occurrence la solution numéro 3, qui est probablement la meilleure. Si vous avez déjà un RabbitMQ, un Redis, un ActiveMQ dans votre stack, vous pouvez vous en servir pour lui dire justement, pour prendre ce job de vas-y, tu t'occupes, il y a un nouvel événement qui est arrivé, va regarder les souscriptions et envoie. Et ça permettra à votre base de données de ne travailler que sur ce pourquoi elle a été implantée au départ. La dernière solution, c'est le batch, qui peut être intéressant si vous avez des gros volumes. En fait, si vous savez que d'office, vous allez envoyer des gros volumes de données, il peut être intéressant de les regrouper. Par exemple, c'est ce que fait Facebook. Donc Facebook, en fait, il envoie le hook toutes les 5 minutes, ou bien s'il a atteint les 1000 nouvelles notifications. Il l'envoie automatiquement. Alors, là, je vous ai mis un petit exemple rapide de Consumer Setup, à quoi ça peut ressembler. Donc là, c'est un repo GitHub qui est à moi. Donc GitHub vous propose en fait de créer des webhooks sur des repositories ou des organisations. Et c'est super bien fait. Donc vous avez le petit menu webhook à gauche. Vous arrivez sur cette page, vous lui donnez la payload URL, donc c'est votre callback URL. Vous choisissez votre content type, puisque normalement on est censé supporter le JSON et le XML, mais juste remember, c'est YOLO, donc c'est pas toujours. Et puis vous pouvez rajouter un token. Et en fait, par défaut, GitHub va vous abonner juste au push event. Donc à chaque fois qu'il y a un push de fait sur le repository, vous recevrez la notification. Mais vous pouvez choisir les événements auxquels vous allez souscrire et vous pouvez sinon aussi décider de recevoir absolument tout. Et après, ce qui va se passer, c'est que quand il y aura une mise à jour, eh bien, vous recevrez ceci. Donc là, en plus, c'est super bien fait chez GitHub parce que vous avez même le XGitHub Event qui vous dit, là, c'est une nouvelle issue, par exemple. Et donc, vous avez votre payload avec tous les détails. Alors, évidemment, comme toute techno, il y a des pros, il y a des contres. Les pros disent, en fait, quand les webhooks sont arrivés, c'était « Ah, c'est génial, on fait enfin du temps réel ». Ouais. En fait, c'est plus du presque temps réel, hein, puisque ça va vraiment dépendre de la façon du système de queue qui a été géré, qui a été choisi, pardon. Sans ressources dédiées, parce que c'est vrai que quand on faisait du polling, on avait tendance à avoir un petit comme ça, truc de côté qui était là que pour gérer ce polling, machin, et là, vous n'en avez plus besoin. Ça se consomme facilement, c'est une requête POST, c'est de l'HTTP, on sait faire. Et ça s'intègre facilement également, puisque vous n'avez pas besoin, a priori, de rajouter de briques techniques extérieures pour l'utiliser dans votre application. Alors maintenant, si on regarde les contres, c'est que niveau user experience, c'est pas vraiment génial. Le fait de devoir demander à l'utilisateur de créer une callback, d'aller l'enregistrer sur le site, etc., c'est vraiment pas optimisé. Le debugging est un cauchemar, sachez-le, hein, c'est asynchrone. Donc c'est l'enfer à débugger. Ça ne marche pas avec tous les clients, parce que vous voyez, ce joli petit appareil-là, il s'en fiche, hein, des requêtes POST, c'est pas son truc, qu'il n'aime pas. Donc il ne saura pas les gérer, vous ne pouvez pas vous en servir avec du mobile, typiquement. Et le problème du manual setup, c'est qu'on ne peut pas créer dynamiquement des webhooks.
Voilà, le fait d'avoir à chaque fois à aller déclarer la callback, etc. sur le site, eh bien, ça fait que vous ne pouvez pas le faire programmatiquement. À moins que votre API provider fournisse des API, ce qui est le cas pour GitHub, mais qui ne sera forcément pas le cas pour tout le monde. Et il y a également quelques petits problèmes qui sont bien connus avec les webhooks. Le premier étant la DDoS attaque. Voilà. Alors, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez vous être abonné à un webhook qui envoie énormément de données, plus que votre serveur n'est capable d'en gérer. Et dans ce cas-là, côté consommateur, vous aurez une attaque DDoS. On peut également imaginer que si vous avez fait une API de callback qui est un peu trop facile à deviner, elle ait été récupérée pour vous abonner à un nombre de webhooks inimaginable que vous n'avez pas demandé dans le but de faire tomber votre serveur après. Et on a le même problème côté API Provider, puisque l'API Provider expose en clair une ressource pour s'abonner, et qu'on peut tout à fait imaginer, par exemple, un programme qui va s'abonner une première fois et qui, à chaque nouvelle notification, va créer un nouvel abonnement jusqu'à saturer complètement l'API Provider. Le deuxième problème côté consommateur, c'est les événements que vous allez manquer. Ce qui va se passer, c'est que tous les API providers ne regardent pas si vous avez bien reçu le message. Il y en a qui vont vous envoyer le truc et puis c'est bon. Voilà, bah, moi je l'ai envoyé, hein. Tu l'as pas reçu, c'est pas mon problème. Il y en a d'autres qui vont le gérer. Alors là, on arrive sur le problème numéro 3, c'est que quand ils le gèrent, eh bien, vous pouvez arriver avec des problèmes de duplication de données. Par exemple, imaginons que votre API provider s'attende à une réponse 200. Et que vous, pour quelque raison que ce soit, il y a un problème sur le serveur, vous ne répondez pas avec une 200, mais par contre, vous avez quand même eu la notification, la donnée, vous l'avez enregistrée. Bah, l'API provider va dire « j'ai pas eu la bonne réponse, je renvoie la donnée ». Et puis, il va continuer comme ça. Et donc, en fait, il va falloir, si vous ne savez pas gérer les doublons, eh bien, vous allez vous faire avoir, vous allez avoir de la donnée en double, en triple, etc. Facebook, par exemple, quand il y a un fail, il renvoie la donnée pendant 24 heures. Donc, il la renvoie tout de suite après, puis après, ils vont aller en diminuant la fréquence. Et au bout de 24 heures, ils arrêtent si vous n'avez toujours pas répondu correctement. Donc, on va se rajouter une petite checklist à notre to-do list du départ. La première, côté consommateur, ça peut paraître idiot, mais en fait, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un callback par webhook auquel vous vous abonnez. Ça sera beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus facile à débugger également. Donc ça, c'est vraiment, et si possible, vous le faites un peu cryptique, quoi. Vous le calquez pas sur le modèle de vos autres endpoints existants. Vous regardez si votre API provider attend une réponse et laquelle, évidemment. Vous vérifiez que vous êtes capable de gérer le nombre de requêtes envoyées. Parce que on peut, par exemple, sur un repo GitHub ou sur du Facebook, ça peut vraiment, vraiment bombarder. Et donc, il faut que vous soyez prêt à tenir la charge. Vous monitorez la taille du payload. Alors, ça peut paraître idiot. GitHub, par exemple, si votre payload de webhook dépasse 5 MB, ben, le webhook n'est pas envoyé. Donc, assurez-vous que vous n'avez pas été un petit peu eu les yeux plus gros que le ventre pour pouvoir recevoir tous vos webhooks. Et évidemment, soyez sûr que vous pouvez gérer les doublons. Et donc, côté API Provider, ben, en fait, l'idéal, c'est d'implémenter un petit système d'authentification. C'est ce que fait GitHub qui vous demande un token. Alors, partant justement de ces problèmes du webhook qui finalement répondent pas vraiment à tous les cas de figure, il y a des gens qui se sont dit on va faire un truc un peu différent, on va faire des dynamic subscriptions. Alors il y en a principalement 3. Il y a eu les RESTful webhooks sur lesquels je n'ai pas été capable de retrouver des informations, donc je pense que c'est plus ou moins mort-né en fait ce truc-là. REST-hooks qui a été créé par les gens de Zapier justement, et PubSub Hub qu'on va maintenant voir plus en détail. Donc PubSub Hub que vous retrouverez parfois sous le nom de PubSub et sous le nom de Push, parce que en fait la problématique quand on arrive dans ce domaine du temps réel, c'est que vous allez retrouver la même techno mais sous plein de noms. Alors PubSub, c'est un protocole. Donc déjà ça cadre un petit peu plus les choses, qui est basé sur le Publish Subscribe Pattern et sur la notion de topic. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en PubSub, on va expliciter quelque chose qui n'était peut-être pas forcément clair au niveau des webhooks, c'est que idéalement, une ressource égale un topic. Voilà. Et on sépare, une ressource ne doit vraiment donner des infos que sur un seul sujet, pas sur 36. À la base, ça a été créé en fait pour gérer les flux RSS et Atom, mais normalement, voilà, maintenant on s'en sert pour beaucoup d'autres choses. Et vous avez un repository qui est très bien parce qu'il donne des exemples dans plusieurs langages, côté pub et côté sub.
Donc c'est assez intéressant, vous pouvez aller y jeter un œil. Alors globalement, PubSub, c'est un écosystème de publishers, de hubs et de subscribers. Côté publisher, on va retrouver Medium, on va retrouver CNN. Je suis désolée, j'aurais voulu vous trouver un vrai média, mais j'ai trouvé qu'un provider de fake news. Désolée. Il y a WordPress et Blogger également. Côté hub, le plus connu, en fait, c'est Superfeeder, celui que vous voyez à gauche. Celui qui est à droite, je ne vais pas vous mentir, je ne retiens jamais son nom. Voilà, on ne le voit pas assez souvent. Et Google App Engine en met un également à dispo. Côté subscribers, c'est typiquement Feedly, que certainement beaucoup d'entre vous ont adopté à la mort de Google Reader, paix à son âme. Et Flipboard sont des subscribers au mécanisme PubSub. Alors, comment ça se passe, en fait, quand on va vouloir s'abonner à un publisher? Eh bien, la première étape, c'est que le publisher en fait, fasse l'étape qu'on appelle de discovery. C'est-à-dire qu'il va mettre 2 liens à dispo, soit dans son header, soit sur sa page route, index ou autre. Les 2 liens, en fait, vont dire, le premier, ça va être self, donc c'est, voilà, ça c'est moi, je suis CNN, par exemple. Et le deuxième, ça va être hub. Et le hub, en fait, c'est le hub auquel on va devoir, nous, en tant que consommateurs, aller s'inscrire pour récupérer l'information du publisher. Donc, une fois qu'on a ces informations, côté consommateur, on va pouvoir envoyer une demande de souscription au hub. Donc, on va faire un post sur l'URL du hub. On va lui dire « Je suis en mode subscribe. Le topic qui m'intéresse, c'est celui-ci, c'est CNN. Et ma callback URL est la suivante. » Et accessoirement, vous pouvez rajouter un token, si c'est géré, évidemment. On verra après à quoi ça sert. Et là, la grosse différence, en fait, c'est que le hub, il va faire une vérification pour s'assurer que vous êtes réellement la personne qui a demandé à souscrire à ce feed, en fait, de news. Et donc, il va vous renvoyer une requête GET sur votre callback en disant, voilà, tu es en mode subscribe, tu as demandé à t'enregistrer à ce topic, et moi, je t'envoie un hub challenge qui est le suivant. Et accessoirement, mais pas, voilà, c'est optionnel, il peut vous envoyer cette valeur qui indique pendant combien de temps la souscription est active. Mais c'est optionnel. Et là, à partir de là, en fait, l'application qui a voulu s'abonner va devoir répondre avec un 200. Et dans le body, et c'est super important, il ne doit y avoir que le Hub Challenge en question. Il ne doit y avoir rien d'autre, sinon ça invalide l'abonnement. Donc là, on ne peut plus s'abonner à votre place. Alors j'ai pris Facebook comme exemple, parce que Facebook officiellement a une API Webhook. En vrai, vu que Webhook c'est YOLO, tout ça, eh bien, côté implémentation, on est vachement plus proche d'un PubSub. En tout cas, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé pour vous illustrer le mécanisme. Et donc là, par exemple, sur la première page, quand on va créer son webhook, eh bien, on choisit le topic qui nous intéresse. Et ils sont clairement séparés. On a user, page, il y a les annonces, etc. Et ensuite, on va choisir les champs qui nous intéressent, les champs pour lesquels on veut être averti lorsqu'il y a un rafraîchissement. Et donc, à partir de là, quand le publisher a quelque chose de nouveau à nous envoyer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un appel post sur le hub en lui disant « Je suis en mode publish, et ça, c'est la ressource, l'URL de ma ressource mise à jour. » Et une fois qu'on a ça, le hub va faire ce qu'on appelle la content distribution. Donc, en fait, il va envoyer à tous les subscribers la nouvelle URL de la ressource qui a été mise à jour, en lui disant, voilà, le hub, c'est toujours moi, et puis le self, la ressource à laquelle tu t'es abonné, a été mise à jour à cette adresse. Et là, en fait, si vous avez fourni un token auparavant, vous allez avoir un SHA-1 qui va vous permettre de vérifier que c'est bien, enfin, qui va permettre au publisher de vérifier que c'est bien vous. Et côté subscribers, c'est là l'astuce, c'est qu'il va falloir faire un get sur la ressource. Parce que, voilà, PubSub, en fait, ça, c'est par exemple ce que vous envoie Facebook quand il y a du nouveau. Il vous envoie les champs qui ont changé, mais pas le contenu. Voilà, il va falloir refaire un appel derrière pour aller le récupérer. Alors, par exemple, sur Superfeeder, c'est une fonction qui est payante. Il y a ce qu'on appelle du fat ping, et auquel cas, si le publisher sait qu'il va avoir vraiment un nombre trop grand de get qui vont être faits, il peut mettre tout le contenu de sa page mise à jour dedans. Mais c'est une fonctionnalité payante. Et Facebook, par défaut, ne le fait pas, sauf pour les paiements, je crois. Il y a une petite dérogation à ce niveau-là.
Et donc après, l'autre grosse différence avec Webhook, c'est qu'on a clairement une partie unsubscribe, où là, en fait, quand on veut se désabonner, on doit faire une unsubscription request au hub. Donc c'est exactement la même requête qu'au départ, mais on lui dit, cette fois, je suis en mode unsubscribe. Le hub, lui, va vérifier que vous avez bien demandé à vous désabonner. Donc il va refaire le même appel get. Il va vous donner à nouveau un challenge qui est un string random que vous allez devoir renvoyer, lui et uniquement lui, dans votre réponse à ce get. Donc si on revient rapidement sur les pros et les cons du Webhook, bon, on a fixé effectivement ce petit problème de user experience et de manual setup, puisque là on le fait par API, on peut le créer dynamiquement, ça se passe bien. La seule chose, c'est que maintenant on a gagné un nouvel appel pour aller récupérer les données. Voilà. Côté problématique, on sait que par contre on a fixé les attaques DDoS. Ça c'est clairement plus possible avec la vérification d'intention. Donc au moins de ce côté-là, on est tranquille. Alors, si on reprend un peu les deux technos, en fait, dans quel cas d'usage, clairement, c'est utile? Eh bien, c'est dans le cas d'usage où ce n'est pas la data qui vous intéresse. Parce qu'en fait, là, si on regarde, ce n'est pas forcément la data en tant que telle, c'est plus le fait qu'il y ait eu un événement. Typiquement, le Webhook va être super pour créer des workflows. Donc, il y a eu un nouveau push. Donc, sur mon repo GitHub, je veux créer un job Jenkins, je veux lancer un job Jenkins et je veux qu'à la fin de ce job, je reçoive un email. Ou bien, il y a eu une nouvelle issue ouverte sur mon repository GitHub et je veux automatiquement envoyer un mail à mes développeurs, etc. Là, ça marche super. Il y a aussi le cas de l'IoT, parce qu'en fait, l'IoT, on peut tout à fait penser à, par exemple, à des connecteurs dans le domaine du médical. L'IoT, typiquement, vous n'allez quasiment jamais pouvoir prédire à quelle fréquence la donnée sera rafraîchie. C'est des connecteurs. Vous ne savez pas quand est-ce que le capteur va détecter quelque chose de nouveau. Donc dans ce cas-là, le Webhook est vraiment génial parce que malgré tout, vous êtes intéressé pour répondre immédiatement. Et ça va vous permettre de le faire. Et PubSub, vraiment, hormis Feedly, Facebook, les choses que vous allez vouloir consommer, vous voulez pas être, c'est pas très grave en fait, si vous n'êtes pas averti instantanément que Antonio a posté un nouveau truc sur Facebook. Il va me tuer s'il voit ça. Mais vous voulez le savoir rapidement. Et bien là, PubSub est tout indiqué. Donc une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir passer aux push technologies. Alors, les push technologies, donc il y en a deux, c'est WebSocket et Server Sent Events. Elles sont toutes les deux sous spécification W3C et elles sont apparues à peu près à la même époque. Et vous pouvez voir que WebSocket est plus vieux. Et pourtant, il n'y a pas tant de monde qui connaît Server Sent Events. Alors, j'ai l'impression qu'il me manque des slides. Non, ça a l'air bon. Donc, commençons par le protocole. WebSocket, en fait... Ah si, c'est ça, il m'en manque un. Il y en a un qui s'est perdu. C'est pas grave, on va voir s'il est après. Je vais regarder tout de suite. Il est là. Voilà. La plus grosse différence en fait, entre WebSocket et Server Sent Events, c'est que les WebSockets sont bidirectionnels. Donc, ils vont vous permettre d'envoyer des données depuis le serveur jusqu'au client et depuis le client jusqu'au serveur. Là où Server Sent Events, c'est unidirectionnel. Donc, lui, il va seulement vous permettre d'envoyer des données du serveur vers le client. La deuxième grosse différence, c'est que les WebSockets vont supporter à la fois le texte et le binaire, alors que les Server Sent Events ne supporteront que le texte. Donc maintenant, je reviens en arrière. Quand on regarde côté protocole, donc en fait, côté protocole, WebSocket a le sien, qui est un protocole qui lui est propre, qui est basé sur TCP, mais ce qui va se passer, c'est que quand vous ouvrez la connexion, le serveur va interpréter ça, le handshake va être interprété comme une upgrade request, et donc il va switcher sur ce protocole WebSocket, qui est un protocole binaire et bidirectionnel, et donc ça n'a plus rien à voir avec HTTP. Mais ça va lui permettre de gérer sur le même port à la fois les requêtes WebSocket et les requêtes HTTP. Côté Server Sent Events, c'est de l'HTTP pur. Donc en fait, pour faire du Server Sent Events, vous allez juste rajouter un petit header, vous allez ajouter accept text event stream, et ça va marcher. Et donc, vous vous en doutez, qui dit protocole particulier, dit reconfiguration des proxys et des load balancers. Voilà. Alors ça, c'est un truc que les ops adorent. Je vous propose demain, lundi, quand vous allez revenir au bureau, vous allez voir vos ops et vous leur dites « Ouais, on va faire des WebSockets, ça va être génial ». Je ne vous garantis pas de l'accueil. Alors, il y a une raison, ce n'est pas pour vous embêter. La raison, en fait, c'est que déjà, il n'y a pas tant de proxys que ça qui gèrent WebSocket.
tous ne le gèrent pas. Et dans ceux qui le gèrent, il n'y en a pas tant que ça qui le gèrent proprement. Donc ça peut être un vrai cauchemar à configurer, ce truc. Et c'est la raison pour laquelle les ops sont en général pas très chauds quand il s'agit de s'en servir. En server-sent events, bon, bah, on est en HTTP, donc en fait, vous vous assurez simplement que votre proxy va accepter les sessions à durée extrêmement longue, voire infinie, et ça passe. Côté format de message, alors en WebSocket, il n'y a rien de spécifié dans la doc. Donc c'est vous qui allez décider à quoi vont ressembler vos messages. C'est à vous de mettre les champs qui vont bien pour que vous vous y retrouviez après. Et donc ça va être à vous de faire le parsing et le unparsing. Côté server-sent events, en fait, on a des champs qui ont été définis. Donc déjà, un message en server-sent events, c'est n'importe quelle ligne de texte qui commence par le préfixe data. Alors ça peut être une ligne de texte, ça peut être deux, ça peut être un objet JSON. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas seulement ce champ-là à disposition, mais on en a d'autres. Donc on a ces trois-là. Le champ ID, le champ event et le champ retry. Je vous les garder en tête, on va en parler juste après. Côté implémentation, alors là, je vous ai donné l'exemple d'une implémentation côté client en JavaScript. Mais globalement, c'est plutôt la même dans tous les langages. C'est très, très proche. Et en plus, le truc qui est chouette, c'est que les deux se ressemblent vraiment. Ils ont gardé le modèle de server-sent events pour faire l'implémentation de WebSocket. Donc, quand on veut faire du WebSocket, on va commencer par créer un objet WebSocket auquel on va passer l'API, l'URL de l'API qu'on veut streamer en paramètre avec le préfixe WS. Quand on fait du server-sent events, on va créer un objet event source et puis pareil, on va lui passer l'API que l'on veut streamer, sauf que cette fois, le préfixe sera HTTP ou HTTPS. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir s'abonner à des différents handlers. Alors le premier auquel on peut s'abonner, c'est le onOpen, qui va nous permettre de savoir si la connexion a bien été ouverte. Et ça peut être particulièrement intéressant dans le cas des webhooks, parce que l'ouverture de la connexion se fait de manière asynchrone. Et donc c'est un peu le moment où ça peut très mal se passer. Donc avant de commencer à envoyer des données du client vers le serveur, ça peut être intéressant de vérifier que tout s'est passé comme prévu. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir vous abonner à onMessage. Et donc, eh bien, comme on l'a vu précédemment, vu qu'il n'y a rien de défini en WebSocket, ça va être à vous de faire le parsing pour récupérer les informations qui vont bien dans votre message. En server-sent events, vous appelez en fait le data, le champ data qu'on a vu précédemment, et vous récupérez votre objet JSON, enfin ce que vous avez passé, le texte ou l'objet. Une fois que vous avez ça, on a le onError. Je ne vais pas l'expliquer, je pense que tout le monde a compris à quoi il servait. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en server-sent events, on peut s'abonner à des messages, mais pas seulement. On peut s'abonner à des événements arbitraires. Et donc, si on revient un petit peu en arrière, le champ event que vous voyez là, le fait de le mettre sur mon message, je type mon message, et ça va me permettre, après, de rajouter un event listener spécifique. Ce qui peut se passer, c'est que d'abord, peut-être que je ne suis pas intéressé par tous les messages qui sont envoyés par mon serveur. Ça peut se produire. Ou bien, j'ai envie de faire un traitement différent. Et bien ça, je peux le faire assez facilement à partir du moment où mon message a été typé. Il me suffit de rajouter ce event listener. On parle de temps réel, on parle de streaming. Et quand on parle de streaming, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand la connexion est perdue ? Pour XY raison, il faut qu'on soit capable de récupérer là où on s'était arrêté. Vous l'aurez deviné, en WebSocket, il n'y a rien. C'est à vous de faire tout ce qu'il faudra pour que ça puisse reprendre sur erreur. En server-sent events, on a deux mécanismes qu'on peut combiner, qui sont très cool. Le premier, en fait, c'est le reconnection timeout. Donc, en fait, quand ma connexion va s'interrompre, pour quelque raison que ce soit, le navigateur va automatiquement essayer de rouvrir la connexion au bout de 3 secondes. Si ce délai ne vous convient pas pour quelque raison que ce soit, eh bien, vous allez pouvoir, avec le champ retry qu'on a vu précédemment, indiquer un autre délai de reconnexion. Et une fois qu'on a fait ça, si vous avez eu la bonne idée de donner un ID à vos messages, eh bien, votre navigateur, lorsqu'il va essayer de se reconnecter, va pouvoir rajouter un header dans sa demande de reconnexion en disant « Last event ID XYZ ». Donc concrètement, il va dire à votre serveur « Ça, c'est le dernier ID que j'ai reçu, je ne sais pas ce qu'il s'est passé depuis, peux-tu m'envoyer le reste, s'il te plaît ?» Et là, c'est le serveur qui va renvoyer finalement la queue de message. Alors, le sujet qui fâche. Le support navigateur. La raison, entre autres, pour laquelle vous connaissez si bien les WebSockets et pas server-sent events, c'est que les WebSockets sont supportés nativement par tous les navigateurs depuis très longtemps.
Server Sent Events. Alors je suis désolée, je sais qu'il y a des gens de Microsoft dans la salle, je demande pardon d'avance. Server Sent Events n'est supporté que par les navigateurs modernes. Voilà. Bon, en vrai, c'est pas grave. On a des polyfills, donc en fait, avec les polyfills, on va pouvoir gérer et les plus vieilles versions des navigateurs et Internet Explorer. Et par contre, pour Edge, c'est under consideration. Voilà, ils réfléchissent. Côté support mobile, bon, bah alors là, il n'y a pas de jaloux, puisqu'en fait, Opera ne supporte ni l'un ni l'autre. Voilà. Mais tout le reste l'a intégré joyeusement, donc ça se passe bien. Parlons de performance maintenant, parce que c'est un sujet important. Alors, le benchmark qui est là, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein, j'essaye d'être neutre, donc j'ai pris un benchmark qui vient de ce blog de Mathias Nelson. Il n'y en a pas des masses, hein, c'est un peu le seul que j'ai trouvé. Ce blog post date de 2013. Donc Mathias, en fait, c'est le développeur d'une application qui s'appelle Birdwatch, qui concrètement est une application qui vous permet de surveiller des streams Twitter en temps réel, etc., de faire des recherches. Voilà. Donc son cas d'utilisation, en fait, c'est qu'au démarrage de l'appli, il fallait qu'il précharge 500 tweets. Et donc pour faire ça, au départ, il a choisi WebSocket parce que, bah, comme vous, c'est la techno qu'il connaissait. Et en fait, rapidement, il a eu un certain nombre de tickets d'ouvert parce que les utilisateurs avaient des problèmes et il s'est aperçu que ça venait justement du support de WebSocket par le proxy et il a essayé de corriger, il s'en sortait pas, c'était l'horreur. Donc il s'est dit, bon, je vais essayer de trouver une autre solution. Il a regardé un petit peu, il a trouvé Server Sent Events. Donc il a refait l'implémentation en Server Sent Events et pour s'assurer qu'il n'avait pas de problème de perf, il a fait ce petit benchmark à côté. Alors déjà, la première surprise, ça a été de voir que l'implémentation de la même techno entre différents navigateurs, il y avait des écarts quand même assez conséquents, du simple au double. Et en fait, rapidement, il s'est aperçu que Server Sent Events était quand même beaucoup plus efficace dans son cas. Et en fait, le truc vraiment rigolo là-dedans, c'est que ça lui a pris plus de temps d'écrire le blog post que d'écrire l'implémentation. Donc là encore, c'est comme toujours en programmation, je ne vais pas vous dire qu'il y a une mauvaise techno et une bonne techno. C'est simplement qu'il y a celle qui vous convient pour votre cas d'usage. Si vous me dites que vous allez faire des chats ou du jeu vidéo, eh bien évidemment, faites du WebSocket, parce que là, vous avez besoin, d'abord, vous voudrez probablement faire du binaire, et en plus, vous avez besoin de communiquer en temps réel des deux côtés. Maintenant, si on regarde la plupart des autres applications, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va souvent vouloir effectivement mettre de la donnée à jour en temps réel du serveur vers le client, de la donnée qui est souvent juste du texte, et la plupart du temps, les requêtes qui viennent du client, elles peuvent être supportées avec des simples appels POST classiques. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux faire du Server Sent Events parce que ce sera beaucoup plus efficace. Et en fait, c'est pour ça qu'on a créé le proxy, StreamData.io, puisqu'on est parti de ce concept-là, enfin de ce constat-là. Et donc, on a créé un proxy qui va vous permettre de prendre n'importe quelle API JSON et de la transformer en un flux de données temps réel. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que vous allez ouvrir une session de connexion. Et que vous allez donner vos paramètres, vous allez dire à quelle fréquence vous voulez poller l'API en question. Alors c'est du polling pour être transparent pour les API providers, pour qu'il n'ait pas de modifications à faire. De toute manière, ça les décharge parce qu'au lieu d'avoir tous les devices qui appellent l'API, il n'y a plus que le proxy qui appelle une fois. Et en fait, on est aussi en train de travailler sur un connecteur push. Donc on supportera plusieurs modes de publication. Et une fois donc que vous avez donné tous vos paramètres, le proxy va commencer à poller l'API. Et puis, il y a deux choses importantes, c'est que donc il va vous envoyer évidemment les notifications, les changements en Server Sent Events. On a rajouté un cache dynamique. Donc si vous pollez toutes les 5 secondes et que vous avez un client qui a rejoint la session pile au milieu, il n'a pas besoin d'attendre jusqu'au prochain poll, il peut aller récupérer depuis le cache. Et la chose peut-être la plus importante pour réduire encore le volume de données échangées, c'est qu'on a fait de l'incremental updates. Donc typiquement, si sur l'appel numéro 2, rien n'a changé, on ne va pas vous renvoyer le document parce que ça n'aurait pas grand intérêt de vous dire « Hey, il n'y a rien qu'à changer, je te redonne tout. » Voilà. Et imaginons que sur le 3e appel, il y a seulement, peut-être que votre document de base avait une trentaine de champs, mais qu'en réalité, il n'y aura que 3 ou 4 champs qui vont être rafraîchis régulièrement. Eh bien, on ne vous envoie que ce qui a changé. Et ça, on le fait grâce à JSON Patch, qui est un protocole super cool. En fait, JSON Patch définit un set d'opérations qui peuvent être appliquées sur un document de JSON. Donc, il y en a 6, il y a du add, du remove, du change, etc. Et donc, si ça, on imagine que c'est notre document de départ, et que sur le 3e appel, on n'a donc que 2 champs qui ont changé, en fait, on va recevoir ça, qui est donc au format JSON Patch et qui nous dit clairement ce qui s'est passé. Et une fois qu'on a ça, on prend une librairie JSON Patch et on applique la modification sur notre document initial. Voilà,
donc on est pile poil dans les temps, on passe à la démo, parce qu'on a assez parlé. Alors, j'ai un petit drone là-bas que en fait, j'aimerais faire voler sur cette API, qui me donne donc la valeur du Bitcoin en temps réel. Donc là, elle est en dollars, mais on peut la mettre en euros d'ailleurs. Et donc, je vais commencer en fait par créer mon application dans le portail. Donc ça, c'est le portail développeur de Stream Data. Vous pouvez vous créer un compte, c'est entièrement gratuit et nous ne nous rémunérerons pas en communiquant vos données, hein. Donc allez-y, elle reste chez nous. On va commencer par créer une nouvelle application. On va l'appeler Drone, par exemple. Ça me paraît bien. Et une fois que l'application a été créée, donc j'ai un token qui a été généré. Et là, par exemple, donc je vais pouvoir tester les API que je veux streamer pour voir à quoi ça ressemble. Je vais garder cette API ici. C'est une API qui nous est propre, qui simule des données de marché. Et donc, je vais copier-coller cette commande curl qui est ici pour qu'on voit ce que ça donne. Donc en fait, c'est simplement un appel sur le proxy, l'API en question, et puis mon token à la fin. Donc là, ma session de streaming a été ouverte. J'ai reçu un premier événement de type data, qui est mon snapshot initial de données. Et là, je reçois un event qui est de type patch, et donc qui est au format JSON patch, et je sais exactement ce qui a changé. Et ce qui est sympa, c'est qu'une fois que j'ai ça, je peux aller sur My APIs. Donc là, elle a été auto-provisionnée par mon appel curl, mais vous pouvez évidemment la provisionner manuellement ou par API. Et on va pouvoir la configurer. Donc moi, je vais lui dire, la polling frequency, c'est 1. Et si je reviens sur mon terminal, eh bien, la polling frequency a été mise à jour automatiquement. Je n'ai pas besoin de fermer et de réouvrir ma session. Donc ça, c'est cool. On va se garder ça de côté. Et ce que je vais faire, parce que je suis un développeur de base, je suis un petit peu feignante, hein, donc je vais commencer par copier mon API ici. Hop, et copier cette URL tout de suite. Très bien. Alors maintenant, je reviens. Donc là, en fait, c'est une application Node, tout ce qu'il y a de plus bête. Donc j'ai 3 librairies d'importer. J'ai une librairie Event Source, une librairie JSON Patch et la librairie AirDrone qui va me permettre de piloter le drone. Donc, on va commencer par créer un client pour mon drone. Et on va lui passer un objet option, puisque j'ai dû le bidouiller un petit peu, donc il a changé d'IP. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va créer notre objet event source, comme on l'a vu précédemment. Donc on va dire event source, on va faire un new event source d'une URL, et mon URL, c'est celle-ci. Donc toujours hein, le proxy, l'URL de l'API que je veux streamer et le token. Je vais avoir besoin d'un objet data, d'un objet last. Et donc, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc, en fait, là, la valeur qui nous intéresse, c'est la valeur last. C'est la dernière valeur à laquelle un bitcoin a été acheté en euros. Donc, c'est celle-ci qu'on va observer. Donc, maintenant qu'on a notre objet event source, on va pouvoir rajouter un event listener. On va le rajouter sur l'event data, le premier qu'on reçoit. Celui-ci va nous envoyer donc un snapshot de données initiales. Et donc là, en fait, notre objet data va être égal à JSON parse snapshot, et je récupère mon champ data. Donc le last va être égal à data.last. On va se mettre un petit console.log, nous, pour voir ce qui se passe. Donc ça va être notre first last. Voilà. Et puis évidemment, on va dire au drone de décoller. Hop. Oui, à la base, je fais du Java, hein, donc je mets des points-virgules partout. Hein. Voilà. Ça ne changera pas comme ça. On va rajouter un autre event listener. Donc lui, on va le mettre sur le patch. Donc c'est tout simplement, hein, c'est les events que j'ai là. Hein. Okay, donc le patch qui, lui, va nous envoyer, vous l'aurez compris, des patchs. Alors là, on va faire une petite variable initiale. On va stocker en fait le résultat du JSON parse de patch.data. Et on va dire, là, on va utiliser notre librairie JSON patch. Donc, on va dire JSON patch apply. On lui repasse notre document initial qui est data et on lui donne le patch. Donc, arrivé là, on va, pareil, loguer la valeur pour voir ce qu'on a reçu. Donc, le patch last qui va être égal à data.last.
Et puis, on va pouvoir commencer à comparer pour voir ce qui s'est passé. Donc, on va regarder si le premier last qu'on a reçu est inférieur au data.last. Si c'est le cas, ça veut dire que le Bitcoin a monté, le cours du Bitcoin a monté. Donc, on va se faire un petit log ici, on va se dire hop, et puis on va dire au drone de monter à une vitesse de 0,5. Et si ce n'est pas le cas, évidemment, ça veut dire que le cours du Bitcoin a baissé. Donc là, on va faire down. Et évidemment, pareil pour le drone, on va lui dire de descendre à une vitesse de 0,5. Et on n'oublie pas de réassigner le last, évidemment, sinon ça ne marche pas. Une fois qu'on a ça, bon, par acquis de conscience, on va quand même ajouter un event listener sur le cas erreur. Hein. Ça peut être bien. Et hop. Donc dans ce cas-là, évidemment, la première chose à faire, ça va être d'atterrir. On va fermer la connexion et on va quand même loguer ce qui se passe. Voilà, et on n'a pas envie que le drone reste en l'air jusqu'à la session suivante, n'est-ce pas? Ou en tout cas jusqu'à la fin de sa batterie. Donc on va lui dire qu'après 30 secondes, et là c'est assez proche. Non, ce n'est pas ça. Voilà, et on va loguer aussi qu'on a fini. Voilà. Je crois que j'ai un petit problème de parenthèse. Donc, on va aller brancher le jeune homme. Donc là, on va attendre qu'il s'initialise. Voilà. Tu passes en vert, s'il te plaît? Je te remercie. Il est un petit peu timide, il faut l'encourager. On va... alors, je vais partager ma connexion. Start. OK. C'est bon. On va le pinguer, s'assurer qu'il est bien réveillé. Alors j'espère que le Wi-Fi, ouais, c'est cool, le Wi-Fi ne nous pose pas de problème parce que je me suis déjà retrouvée avec un cas de Wi-Fi saturé et ça passait pas. Et on va lancer notre main. Alors si vous avez des bitcoins, c'est le moment de les acheter. Et donc là, il s'en fiche parce qu'il est repassé en rouge. Bon. Il est en vert, on réessaye. Alors, petit conseil au passage, si vous voulez acheter un quadricoptère, n'achetez pas celui-là. Sauf si vous voulez le reprogrammer, mais en fait, celui-ci, c'est pas vraiment le plus costaud, le mieux pour voler, tout ça. Donc, on relance. Il a reçu son premier LAS, donc il décolle. Là, il a reçu un up, donc il monte. Voilà, je n'ai aucune idée de jusqu'à combien il va monter. Hein, je ne peux pas le contrôler. Donc, voilà, il a reçu un down, cool. Il va redescendre. Voilà, là, il rebondit lamentablement sur le sol, évidemment. Et c'est fini. Et c'est comme le temps qui nous reste. Alors, je sais que vous ne savez pas quoi voter. Moi, je vous propose un truc. Vous votez Server Cent Events, ça, au moins, ce sera utile. Et pour que ça soit supporté dans Edge. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Et non, je ne file pas de stickers Audrey en éconnance d'un vote. J'en ai pas assez. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions-réponses, je serai là.